Alors, la grosse question, c'est, le syndicalisme peut-il s'emparer? Ou peut-il se coordonner? Peut-il s'élargir aux préoccupations des citoyens, qui ne sont pas les mêmes que celles des ouvriers sur les lieux de production? Il y a un problème de régression syndicale qui tient à un très grand nombre de facteurs qui sont sensibles dans tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, puisque vous avez partout une chute des effectifs. Ça tient au fait que de moins en moins de gens arrivent à s'identifier à leur travail. Toute la classe ouvrière classique, pour ne pas dire traditionnelle, considérait que le travail est source de puissance, sinon de pouvoir. C'est-à-dire que le travailleur, par sa fonction productive, à la fois technique et économique, détient un pouvoir dans la société qu'il devrait arriver à traduire en termes politiques, à traduire en pouvoir politique. Ce pouvoir technique, il n'y a aucune raison qu'il ne le rende pas dominant en tant que classe dans la société. Et c'était vrai aussi longtemps que les industries qui employaient le plus de main-d'œuvre étaient des industries essentielles dans une économie. Par exemple, les mineurs, les sidérurgistes, les chaudronniers, les ouvriers du bâtiment étaient les héros de la production, comme on les appelait en Union soviétique. Mais ça n'est plus le cas. Mais oui, la structure industrielle a changé à partir des années 80. La structure industrielle a complètement changé. L'industrie dégage de la main-d'œuvre au lieu d'en recruter. Et le travail n'est plus source de pouvoir, même dans l'industrie. Parce que les travailleurs sont devenus aussi des consommateurs. Oui. Pas seulement. Parce que le travail a été beaucoup plus étroitement fonctionnalisé qu'à l'époque où il y avait des mineurs, des sidérurgistes, etc., qui avaient un savoir-faire irremplaçable, qui avaient des trucs professionnels qui ne s'apprenaient pas. Et à partir du moment où vous standardisez les actes productifs, les actes techniques, et qu'ils deviennent réalisables par n'importe qui après une formation de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ou mieux, donc l'ouvrier devient interchangeable, il a beaucoup de mal à s'identifier à sa tâche, et s'il s'identifie à sa tâche, cette identification n'est plus pour lui une source de pouvoir. Son pouvoir ne peut renaître que sur un autre plan que celui du travail, qui est celui de la contestation politique. Premièrement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de produire comme nous produisons? Et deuxièmement, est-il vraiment nécessaire de produire ce que nous produisons? Et la réponse est généralement négative. Il y a une contestation professionnelle qui entre dans l'industrie par le biais non plus du syndicat, mais par le biais des citoyens. Parce que ces ouvriers agissent comme citoyens et non plus comme syndiqués. Et cette question est centrale puisque le problème écologique est central et que jusqu'à présent, très peu de syndicats ont réussi à inscrire le problème de la conversion écologique dans leur programme de politique syndicale. Et pourquoi? Parce que dans la mesure où ils défendent les intérêts professionnels d'ouvriers qui sont censés s'identifier à leur travail parce que l'éthique du travail, c'est ça, ils ne peuvent pas. On ne peut contester les finalités et les modalités de la production que si on prend du recul par rapport à cette production. Oui, les intérêts sont contradictoires. Et ils ne sont pas contradictoires, mais l'approche est différente. Il s'agit d'un changement de paradigme. C'est le but de savoir est-ce qu'on est bien payé et bien traité dans ce qu'on fait. La question est est-ce qu'on doit faire ce qu'on fait. Ça devient finalement une question morale, une question éthique. Et ces questions morales, ces nouvelles questions apparaissent dès les années 80? Ah, certainement, oui. Puisque les problèmes écologiques sont apparus dans les années 70 et que le mouvement écologiste, qui est un mouvement de citoyens, et non pas un mouvement de salariés ou de travailleurs, eh bien, c'est répandu dans toute l'Europe
sans les syndicats. Il y a aussi peut-être une autre raison, c'est le développement des activités de service qui fait que les syndicats sont affaiblis. Je crois que le problème, c'est que la vie de travail pèse de moins en moins dans la socialisation des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui forme culturellement, socialement, l'esprit, la perspective, l'orientation, le système de valeurs des gens, c'est beaucoup moins le travail que la vie hors du travail. Vous avez là-dessus des chiffres impressionnants qui sont fournis par Jacques Delors, qui est une des personnes que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrées quand il était encore à la CFDT, dans son dernier livre qui s'appelle « La France par l'Europe ». Il dit que dans les années 40-50, un jeune ou une jeune de 15 ans devait s'attendre à passer le tiers de sa vie éveillé au travail. Dans les années 60, c'était le quart. Et aujourd'hui, ce n'est même pas le 5e. C'est-à-dire qu'on va travailler de moins en moins? Aujourd'hui, un jeune de 15 ans passera plus de temps de sa vie éveillée devant la télévision qu'il en passera au travail. Donc c'est vous dire que l'influence du syndicat, s'il se limite à défendre les gens dans leur vie de travail, nécessairement doit décliner. C'est-à-dire que si le syndicat reste un mouvement ouvrier de défense des travailleurs en tant que travailleurs, il est condamné. Et ça, c'est une problématique que se posent surtout les Italiens, qui préconisent en partie des syndicats de citoyens. C'est-à-dire des syndicats auxquels les gens adhèrent, qu'ils soient salariés ou non. Y compris les chômeurs, y compris les étudiants, y compris les retraités, les riverains, c'est-à-dire des syndicats implantés non pas en fonction d'une division par branche industrielle ou par profession, mais des syndicats de quartier. Alors c'est une toute autre conception. Oui, et puis qui se réuniraient sur des problèmes ponctuels. Sur des problèmes d'intérêt général. Toujours reliés à des problèmes de production et de consommation, c'est la même chose. Alors c'est une filière intéressante qui ne correspond pas à la tradition du mouvement ouvrier, mais peut-être qu'on peut sortir de cette tradition. La crise du syndicalisme, André Gorz, on peut aussi l'expliquer par le chômage, le fait que le travail n'est plus un bien pour tout le monde. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez, il n'y aura plus jamais assez de travail à plein temps, stable, à vie pour tout le monde. Plus jamais? Plus jamais. Les gens qui prétendent que par je ne sais quelle croissance on va rétablir le plein emploi à plein temps pour tout le monde, c'est du rêve ou du mensonge. Donc, quand vous avez un syndicalisme qui continue à faire de l'éthique du travail un impératif catégorique, en disant que plus on travaille, mieux on mérite de la patrie ou de la société, et que le travail est au centre de la vie de chacun, et qu'il faut s'identifier à son travail, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle cette minorité privilégiée de travailleurs employés de façon stable et à temps plein, il les appelle à s'identifier à un emploi qui est un bien rare, qui est un privilège. Il demande donc à la couche privilégiée, à l'élite de la classe ouvrière ou des classes salariées, à se poser en élite privilégiée contre le reste de la population active, c'est-à-dire contre les intérimaires, les précaires, les femmes surtout, qui sont les temps partiels, et à revendiquer leurs privilèges comme un mérite. Il fait exactement le jeu du patronat. Mais c'est surtout une façon habile de couper les classes salariées, ou la classe ouvrière, de la couper en plusieurs tronçons, en disant à ceux qui sont les élus, qui ont un emploi stable à plein temps, vous êtes les méritants, vous êtes les gagneurs, bravo. Les autres, ceux qui sont intérimaires, qui sont précaires, qui sont à temps partiel, ils valent rien, ils ne méritaient pas mieux que le sort qu'ils ont. C'est-à-dire que vous niez au départ ce qui faisait la cohésion, la valeur et la combativité de la classe ouvrière, qui est le sens de la solidarité de classe. Eh bien,
la crise du syndicalisme est largement due à la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les syndicats à trouver une orientation, une perspective, une plateforme commune à ces trois tronçons de la classe ouvrière que sont l'élite du travail qui a un travail stable à plein temps et assuré quasiment à vie, les précaires qui travaillent, mettons, 3 à 9 mois dans l'année, et les temps partiels qui sont, hélas, essentiellement des femmes dont on considère que c'est pas important qu'elles aient une vie, une carrière professionnelle. Voilà la crise du syndicalisme.